Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir donc la gestion des comptes d'utilisateurs, des comptes d'ordinateurs et des comptes de groupe. De groupe et des comptes d'ordinateur. Donc nous allons commencer par la gestion des comptes d'utilisateurs. Donc c'est quoi un compte d'utilisateur? Un compte d'utilisateur, normalement, c'est un ensemble d'informations qui sont relatifs à un utilisateur final, donc quelqu'un qui travaille dans une entreprise, un employé, un utilisateur final, c'est-à-dire celui qui va utiliser un ordinateur pour qu'il travaille. Donc on va lui créer un compte où en général les utilisateurs qui vont utiliser notre réseau, on va leur créer des comptes d'utilisateurs. Et ces comptes d'utilisateurs ne sont autres qu'un ensemble d'informations qui sont relatives à chaque utilisateur. Donc les comptes d'utilisateurs identifient les utilisateurs afin qu'ils soient authentifiés et autorisés. Donc maintenant on a trois phases. On a l'identification. Après, on a l'authentification. Et après, on a l'autorisation. Donc l'identification, c'est-à-dire quand un utilisateur, il va présenter ses informations d'identification. Identification, en arabe, ça veut dire tarif. Ça vient aussi de l'identité. Présenter son identité, c'est-à-dire le houya. Bref, quand on est dans la phase identification, c'est-à-dire maintenant l'utilisateur, il va présenter ses informations d'identification. Et en général, les informations d'identification, ce sont un nom utilisateur plus un mot de passe. Donc en gros, on parle d'un utilisateur, là on connaît un nom d'utilisateur, ou l'identification d'utilisateur, ce qui nous intéresse c'est le nom et le mot de passe. Bien sûr, il y a d'autres attributs, d'autres propriétés qui peuvent être reliées, ou les lier directement à un compte d'utilisateur, mais en gros, le plus important c'est un nom, ce qu'on appelle un nom d'utilisateur, le nom avec lequel il va ouvrir la session, et là on va voir il y a plusieurs types de noms. On parle ici de nom d'ouverture de session, et son mot de passe. Ces informations et d'identification, ils vont être envoyées à un serveur d'authentification. Avec le serveur d'authentification, il va voir est-ce que l'utilisateur il est valide ou non. C'est-à-dire ces informations, est-ce qu'il existe dans une base que l'authentificateur la gère. Une fois l'authentificateur, le service d'authentification trouve que le nom d'utilisateur et le mot de passe ils sont valides, on dit que l'utilisateur il est authentifié. Un utilisateur authentifié, c'est-à-dire Mosadaqa, l'authentification, il y a un Mosadaqa. Après, on a l'autorisation. Donc une fois l'utilisateur il est authentifié, il doit être autorisé à faire quelque chose. On va dire l'autorisation, c'est le tarkhis باستعمال ou la salahiyat. Quelles sont les autorisations? Parfois on peut dire quelles sont les permissions, quelles sont les autorisations, quels sont les droits. Par la suite on va faire la différence entre permission et droit. Mais bref, une fois un utilisateur authentifié,
qu'est-ce qui lui donne ce compte à faire dans mon réseau. Donc toujours 1, 2 et 3. D'accord. Donc, on a l'identification. Quand on parle de l'identification, on a deux entités de sécurité qui utilisent l'identification. On a deux objets actifs directement. Il y a les utilisateurs et on va voir aussi par la suite les ordinateurs. Ces deux entités de sécurité, ou là ces deux objets actifs directory, ils utilisent une identification. C'est-à-dire ils ont un nom et un mot de passe. Et ils demandent l'authentification. Même l'ordinateur, il demande une authentification. Voilà. Maintenant, on va se focaliser sur l'utilisateur, le compte utilisateur, puis on va voir l'ordinateur. Donc, les utilisateurs et bien sûr aussi les ordinateurs donc, sont des objets, on a dit Active Directory, ce sont des entités de sécurité. Donc, ils doivent s'identifier, ils doivent présenter leur information d'identification. Ils peuvent être membres de groupes, donc je vais le mettre ici. Donc, les utilisateurs et les ordinateurs. Donc je vais dire directement utilisateurs et ordinateurs. On va dire les comptes utilisateurs et les comptes ordinateurs. Ce sont des objets, ce sont des entités de sécurité que chaque objet, il a ce qu'on appelle un compte. On a dit un compte. Un compte, c'est un ensemble d'informations qui est relatif à l'objet. Donc les utilisateurs et les ordinateurs sont des objets Active Directory, ce sont des entités de sécurité donc ils doivent s'identifier. Maintenant, on sait que c'est quoi s'identifier, c'est-à-dire qu'ils doivent présenter leur information d'identification. On est dans la phase identification. Donc, ils peuvent être membres des groupes. On va aussi y revenir par la suite pour les groupes. Donc, les groupes, à présent, sachez qu'un groupe, c'est-à-dire c'est un objet, un conteneur, mais aussi un emplacement. Là, on peut regrouper, rassembler des utilisateurs ou bien même des ordinateurs. Et aussi, ils peuvent se voir attribuer des permissions et des droits. Voilà, les comptes, en gros, les comptes d'utilisateurs et d'ordinateurs, eux aussi, donc les deux, ils ont un compte et un nom. Le compte utilisateur, il a un compte d'utilisateur et le compte d'ordinateur, il a un compte d'ordinateur. Le nom, son nom. Ils ont aussi des mots de passe. Sauf que l'utilisateur, normalement, il saisit son mot de passe. L'ordinateur, il génère un mot de passe, il va le négocier avec le contrôleur. Et normalement, l'authentification, des informations d'identification pour qu'il soit authentifié auprès d'un contrôleur du domaine, ça se passe en arrière-plan pour l'ordinateur. On la voit ici. Donc un ordinateur, il a aussi un compte, il a aussi un mot de passe. Et un ordinateur du domaine, il va demander aussi à ce qu'il soit authentifié pour qu'il soit autorisé à travailler dans un domaine. C'est pour cela qu'un utilisateur du domaine, il ne peut travailler que sur un ordinateur du domaine. L'ordinateur maintenant il doit être joint au domaine pour que l'utilisateur du domaine vienne et travailler
dessus. Bref, ils peuvent être membres de groupe, on a dit. Donc c'est la notion des groupes, on va voir par la suite. C'est-à-dire qu'ils peuvent être regroupés, on peut rassembler plusieurs utilisateurs dans un groupe. L'objectif c'est que si on donne une permission au groupe, tous les utilisateurs ils vont hériter cette permission. Imaginez, vous avez un ensemble d'utilisateurs qui ont un même niveau d'accès ou bien une même permission. Vous avez un dossier partagé et un ensemble de groupes, ils doivent avoir la permission de lire, c'est-à-dire ils n'ont que la lecture seule sur ce dossier. Imaginez si vous avez une centaine d'utilisateurs et vous allez attribuer cette permission 100 fois. Donc, c'est pas très pratique. Vous allez créer un groupe, vous allez mettre dedans ces 100 utilisateurs et vous allez donner une seule fois la permission au groupe. Comme ça, les membres de ce groupe, ils vont hériter, ils vont hériter cette permission. Donc, au lieu de l'attribuer 100 fois, vous allez attribuer la permission une seule fois. C'est très pratique. Vous pouvez par la suite ajouter ou bien enlever les utilisateurs sans affecter la permission du groupe. Ils peuvent se voir attribuer des permissions et des droits. Pour créer un compte d'utilisateur, on a ou bien via la console Microsoft Console, donc la MMC, utilisateur et ordinateur Active Directory. On a aussi la console centre d'administration Active Directory. On a la ligne de commande, CMD, l'invite de commande, 4 script PowerShell, avec des CM2 des commandes lettres. Donc ça, normalement c'est une méthode, ancienne méthode. Ça c'est une nouvelle méthode. Donc d'ailleurs Microsoft, donc il recommande maintenant d'utiliser cette console au lieu de cette console. Donc on peut aussi utiliser cette console, mais maintenant l'approche, la nouvelle approche de l'administration en interface graphique, parce que ça, les deux ils sont en interface graphique. Mais ce qui est recommandé, c'est ligne de commande aussi, c'est, on va dire, ancienne. Là aussi c'est une ancienne méthode. Et maintenant PowerShell, c'est la nouvelle méthode. De même, aussi, il est recommandé d'utiliser PowerShell que les lignes de commande. D'accord, mais nous on va faire les 4 comme ça. Vous voyez, en gros, vous avez une vue globale, une approche globale, une vue d'ensemble de la gestion de compte avec les méthodes. D'accord, donc aussi donc, un compte utilisateur, puisqu'on a dit c'est un ensemble d'informations qui sont relatives à un utilisateur, un employé, un salarié, bref, n'importe qui travaille dans une entreprise et qui peut utiliser
un ordinateur du domaine pour qu'il ouvre une session dans le domaine. Il a un compte d'utilisateur, bien sûr, du domaine. Un compte d'utilisateur, il a ses propriétés, des attributs. Le nom complet. Donc, ici, j'ai parmi les propriétés propriété d'un compte d'utilisateur, on a un nom complet. Bien sûr, on a un nom utilisateur, prénom, tout ça, mais on a aussi un nom complet. Donc, ce champ non complet, il doit être unique dans le conteneur ou dans l'unité d'organisation. On voit aussi en partie l'unité d'organisation. C'est-à-dire là où ce compte il est créé, la propriété non complète du compte, il doit être unique dans le conteneur là où il est créé ou bien dans l'unité d'organisation. Il ne doit pas être en double. Maintenant, l'UPN, l'user principal name, un nom d'utilisateur principal. Ça doit être unique dans la forêt. Doit être unique dans la forêt. C'est-à-dire en aucun cas. Donc l'UPN, normalement, c'est un nom qui est composé d'un nom arrobase domaine. Domaine, par exemple, point domaine. Genre, je ne sais pas, un nom utilisateur arrobase ofpt.local.fr. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un UPN qui a l'arrobase. C'est comme le format d'une adresse mail. Donc l'UPN, il doit être unique, c'est-à-dire en aucun cas je peux trouver tous le même nom deux fois dans la forêt. Je peux avoir le même nom qui se répète dans plusieurs domaines dans la forêt sans problème. Mais le nom complet comme ça, je ne peux pas avoir deux. D'ailleurs, c'est ça le rôle aussi de maître d'attribution de nom. Vous vous rappelez des maîtres des rôles. Donc il ne va pas vous laisser, ça veut dire créer deux objets dans la forêt, par exemple deux domaines qui portent le même nom, et parmi aussi deux UPN qui portent le même nom. D'accord? Donc en tant qu'administrateur, normalement vous devez implémenter une stratégie d'attribution d'un nom pour les comptes utilisateurs. Très important, cette nomenclature, c'est-à-dire comment je vais appeler les utilisateurs. Donc éviter, c'est-à-dire de créer des comptes, je ne sais pas, comme ça, le prénom, ou bien même le nom. Il y a des administrateurs qui vont faire la première lettre première lettre du prénom, point, le nom. Par exemple, Jawad Erougui, donc J.Erougui. Moi, ce que je préfère, c'est écrire tout le prénom, tout le nom. C'est-à-dire, j'aurai comme ça, point, Erougui. Comme ça, si vous avez, parfois, vous avez deux frères ou deux individus qui ont le même prénom et la même lettre. Donc, imaginez quelqu'un qui s'appelle Jamel Erougui et Jawad Erougui. C'est-à-dire, vous devriez mettre J1, J2 ou là J Erougui 1, des initiales, ajouter des initiales. Bon. Donc la probabilité de trouver
des premières lettres comme ça, avec le nom, il est beaucoup plus élevé que de trouver des noms comme ça. C'est-à-dire le même prénom, le même nom, deux personnes qui travaillent dans la même entreprise avec le même prénom, même nom. C'est très rare, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais la probabilité, c'est vraiment, ça tend vers le nul. Si vous avez ce genre, à ce moment-là, vous pouvez, c'est-à-dire mettre des initiales ou là, des caractères spéciaux pour identifier ou là, pour faire la différence entre les deux personnes qui ont ce même prénom, ce même nom. Bon. Et c'est très rare. Voilà, donc l'administrateur, dans la gestion de compte d'utilisateur, il doit trouver une stratégie de nommage, comment il va nommer ses utilisateurs. Et une fois qu'il trouve une logique, imaginez comme ça, c'est-à-dire tous les comptes, ils vont être créés de la sorte. Et imaginez, vous créez des utilisateurs avec cette logique, et par la suite, vous créez des utilisateurs avec cette logique. Ou bien par la suite, vous créez seulement avec les prénoms. Non. Une fois que vous choisissez une stratégie, essayez de créer tous les groupes, ou tous les utilisateurs avec le même format de nom. D'accord? Bien sûr, les comptes d'utilisateurs, on a dit, si vous vous rappelez, ils ont des SID. D'ailleurs, chaque objet, le SID, on a dit le SID, voilà, il se compose de trois parties. Bon, une partie qui montre qu'il s'agit d'un SID, et parfois aussi, est-ce qu'il s'agit d'un SID dans un rôle group ou bien dans S1, je ne sais pas, 5, 21, comme ça. Et le deuxième, c'est pour montrer l'objet, il sera créé dans quelle base. Est-ce que c'est dans quelle base d'annuaire, c'est-à-dire si vous avez un domaine, les bases d'annuaire, ils changent d'un domaine à un autre. Vous avez deux domaines, la base d'annuaire du domaine A, c'est pas la base de données du domaine B. Mais tous les objets qui seront créés dans ce domaine, ils auront cette même partie identique. C'est-à-dire, à un moment donné, vous pouvez trouver que ces deux parties ils sont identiques pour plusieurs objets. Mais ce qui va différencier, c'est le troisième élément qui est le RID, Relative Identifier. Vous vous rappelez aussi de ça, et du responsable qui va distribuer les pools RID, qui est le maître RID. Donc RID, c'est comme si on va dire, c'est le numéro de l'objet, un numéro qui va identifier d'une façon unique l'objet. C'est pour cela que le SID, en aucun cas, on peut trouver deux objets qui ont le même SID. Ils peuvent avoir ces deux parties semblables, mais en aucun cas, ils peuvent avoir le RID semblable. Parce que déjà, il y a un maître qui distribue le RID et c'est lui qui gère la livraison, l'envoi des listes RID, et il va veiller à ce que dans la liste, il n'y aura pas de RID en double. Donc même si vous créez, imaginez, vous créez un utilisateur, un objet quelconque, on va prendre l'exemple d'un utilisateur, vous créez un utilisateur avec le même nom, avec un nom, un mot de passe, avec les mêmes propriétés, vous supprimez cet utilisateur et vous le recréez avec les mêmes propriétés. Celui-là, il aura un SID et celui-là, il aura un autre SID. D'accord? Donc le même objet qui a été créé, une fois il est supprimé, si vous créez le même objet avec les mêmes attributs, les mêmes propriétés que l'ancien, en aucun cas il n'aura le même SID. Donc un SID, une fois il est attribué, une fois l'objet il est supprimé, le SID il sera désactivé. C'est-à-dire en aucun cas, avec le RID, c'est-à-dire avec le RID, il ne sera restitué. C'est-à-dire, ne dites pas qu'une fois l'objet il est supprimé, le RID il va être c'est-à-dire restitué avec la liste. Donc on a dit le maître RID, il va envoyer au contrôleur de domaine une liste, un pool des numéros RID. Imaginez cet objet, il a cet RID, c'est-à-dire ne dites pas qu'une fois l'objet il est supprimé, son RID il va être
Il est mis dans la liste comme un RID actif, c'est-à-dire il peut être envoyé ou attribué à un autre objet. Non. Donc, objet supprimé, son RID sera aussi désactivé. En aucun cas, il pourra être attribué à un autre objet. C'est pour cela que ne vous amusez pas à créer et supprimer des objets dans l'Active Directory. Leur trace, ça reste. D'accord? Même si vous supprimez des objets, il y a une trace qui reste. C'est comme si vous supprimez un fichier dans le disque dur et vous n'avez pas nettoyé la corbeille. C'est-à-dire un disque dur qui est supprimé, il va passer dans la corbeille. Et la même taille qui est occupée dans le disque, il reste, s'il est dans la corbeille, il va occuper la même taille. Quand est-ce qu'il va libérer la taille? Quand vous nettoyez la corbeille. Mais ici, quand vous supprimez un objet, sa trace, il reste, c'est-à-dire la taille de l'objet, il reste. Seulement, il n'est pas visible, il n'est pas, on ne peut pas l'afficher, on ne peut pas le voir. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment on peut créer un utilisateur. Donc toujours dans la machine virtuelle, donc notre PDC qu'on a déjà parlé. Voilà, donc on va l'ancienne méthode outil utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc c'est ça, la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Vous avez votre domaine, pour nous c'est opt.local, et il y a des objets qui sont prédéfinis par défaut. Donc ici, quand vous installez la première fois, votre contrôleur de données va trouver ça. D'accord? Donc il y a des conteneurs. Tout ça, ce sont des conteneurs, sauf domain controller. C'est une unité d'organisation. D'ailleurs, déjà on a fait cette remarque. Vous pouvez faire la différence entre un conteneur simple et une unité d'organisation. Avec l'unité d'organisation, c'est comme un dossier qui a quelque chose à l'intérieur. D'accord? Donc vous avez comme un dossier à l'intérieur, il y a une petite page, une trace ici, mais les autres, il n'y a rien. Donc, ça c'est un conteneur, ça c'est un conteneur, ça c'est un conteneur, ça c'est une unité d'organisation. Ça c'est un conteneur, ça c'est un conteneur. Donc la différence, elle est très importante entre on va voir par la suite, entre un conteneur et une unité d'organisation. Surtout dans le côté stratégie de sécurité. Donc un conteneur, on ne peut pas lui attribuer une stratégie de sécurité. Par contre, une unité d'organisation, on peut lui attribuer une stratégie de sécurité. Voilà, donc built-in, c'est-à-dire par défaut aussi il y a des groupes qui sont prédéfinis. Donc built-in. La différence, parce que ici aussi on trouve des groupes. La différence c'est que les groupes qui sont ici, ils ont une portée locale. On va y revenir par la suite, Inch'Allah, quand on va faire les administrations de groupes, compte de groupe. Une portée locale. Et les groupes qui sont là, parce qu'ici il y a des utilisateurs et des groupes. Utilisateur, c'est-à-dire il y a ici le symbole une seule personne. Un groupe, il y a ici deux personnes. D'ailleurs, aussi d'après l'icône, vous pouvez voir est-ce qu'il s'agit d'un utilisateur ou bien d'un groupe. Donc les groupes qui sont dans users, ils ont une portée globale. D'accord? C'est ça la différence. Donc ici j'ai des groupes, ici aussi des groupes. Donc la différence c'est que built-in, les groupes
ils ont une portée locale, ce sont des groupes, on va dire, avec une portée locale, et les groupes qui sont là, ils ont des portées globales. Je peux créer maintenant, à chaque fois que vous créez un utilisateur, normalement, il va se créer dans Users. Les utilisateurs du domaine, par défaut, ils vont se mettre dans Users. Normalement, c'est. Sinon, vous pouvez choisir là où vous pouvez mettre votre utilisateur. Et en gros, puisque ils ont mis ici User, c'est-à-dire vous pouvez utiliser ce. Et pour moi, il vaut mieux organiser votre domaine. Donc, par exemple, on doit créer ce qu'on appelle une unité d'organisation. Une unité d'organisation, on va dire en arabe wahada tanzimiya, d'ailleurs ça vient de son nom, organisation, c'est-à-dire son objectif c'est de pouvoir organiser les objets d'un domaine. Donc je vais regrouper les objets identiques dans des unités d'organisation. Donc les unités d'organisation se créent en fonction de l'emplacement géographique. Ça peut être selon un emplacement. Donc je vais écrire ça. Comme ça, on va rappeler. Maintenant, puisque moi mon intérêt c'est de créer des comptes utilisateurs pour organiser le travail. Donc je dois créer ce qu'on appelle une unité d'organisation. D'accord, wahadat tanzimiya, les unités d'organisation. L'objectif, j'ai dit, c'est de organiser. Organiser, c'est-à-dire donc les objets d'un domaine. Parfois, on peut mettre, ça s'appelle unité d'organisation, une unité en français, ou bien même en anglais, OU, Organizational Unit. Et les unités, ils se créent en fonction de la localisation, de l'emplacement, de l'emplacement géographique ou par fonction. Je vais expliquer. Vous voulez créer, vous avez votre, ça c'est mon domaine, en pt.local. Je veux organiser les objets. Je vais créer une unité d'organisation, par exemple qui s'appelle Casa. Casa, c'est un emplacement géographique. Casa, Rabat, je ne sais pas, Tétouan, ça ce sont des emplacements, des localisations géographiques. Ou bien, il vous dit, vous pouvez les créer par fonction. Fonction, c'est-à-dire, imaginez, je peux créer une unité d'organisation qui s'appelle comptabilité. Et je vais regrouper ici les utilisateurs comptables. Comme je peux les mettre ici, c'est-à-dire que vous pouvez créer un emplacement géographique et à l'intérieur, vous pouvez mettre, je ne sais pas, secrétaire, directeur, la direction. Donc ça c'est la fonction, ça c'est localisation géographique. Donc choisissez l'architecture que vous voulez créer pour organiser votre objet Active Directory et vous pourrez par la suite créer ce qu'on appelle des unités d'organisation. C'est très important de travailler avec ces unités. Comme ça vous avez une gestion hiérarchique. Ne laissez pas tous les objets dans le même emplacement. Par exemple, tous les objets dans Users. Non. C'est comme si vous allez laisser l'administration plate, horizontale. Non. Il vaut mieux créer des objets selon des structures hiérarchiques verticales. Déjà, la structure d'Active Directory, elle est hiérarchique. Donc il faut suivre aussi cette architecture, cette administration. D'accord? Donc c'est pour cela que, avant de penser de créer des objets dans Active Directory, il faut penser quelles sont les unités d'organisation que vous allez créer.
Donc moi je vais créer une unité d'organisation dans le domaine OFPPT. Par exemple, je vais l'appeler, puisque maintenant OFPPT, donc on va dire le siège il est à Casa, je vais créer par exemple une unité qui porte le nom d'une DR, c'est-à-dire d'une direction régionale, par exemple notre direction régionale. Donc je vais créer une unité, voilà, nouveau, j'ai sélectionné le domaine, je vais créer une unité, on va dire enfant de OFPPT.local. Unité d'organisation, je vais l'appeler DR Marrakech DRMS. Bon, remarquez ici cette case, par défaut il est coché, protéger le contenu contre une suppression accidentelle. Maintenant si je valide, voilà, remarquez l'icône, c'est le dossier avec la petite tâche à l'intérieur. Si par erreur je fais supprimer. Voulez-vous supprimer le type d'objet unité? Oui. Remarquez, vous ne disposez pas des privilèges suffisants, même si je suis administrateur. Tout simplement pourquoi? Parce que cette case à cocher, il a été coché. Donc, il est activé. Donc, pour pouvoir supprimer, moi j'ai la main, mais par défaut, non. Il a dit c'est tout simplement pour protéger contre la suppression accidentelle de l'unité. Mais je peux toutefois la supprimer. Pour supprimer, je vais mettre affichage, fonction avancée. Et maintenant, sélectionnez bouton droit ici, l'unité, propriété. Vous avez ici objet, l'onglet objet. Donc si vous n'activez pas affichage fonctionnalité, l'onglet il ne sera pas, il n'apparaît pas. L'objet ne sera pas ici. Voilà, maintenant protéger l'objet de suppression accidentelle, je peux la décocher. Si je valide, maintenant je peux supprimer. D'accord? On fait annuler. Je vais revenir, je vais décocher ça. Remarquez maintenant, bouton droit, propriété, il n'y a plus l'onglet objet. Ça ne s'affiche pas maintenant. Donc pour l'afficher et pour le supprimer, c'est-à-dire une unité qui a été protégée avec cette case à cocher, protégée contre la suppression accidentelle, vous pouvez mettre affichage, fonctionnalité avancée. Maintenant dans DRMS, je peux aussi créer je peux faire une imbrication d'unités d'organisation, c'est-à-dire une à l'intérieur, comme les dossiers et les sous-dossiers. Vous pouvez créer un dossier, à l'intérieur son dossier, et dans le sous-dossier, vous pouvez créer aussi des sous-dossiers, ainsi de suite. La même chose. En fonction de votre organisation. Voilà, en fonction aussi de votre structure que vous voulez faire à vos objets. D'accord? Donc ça sera une sous-unité d'organisation. Il ne faut pas s'amuser à créer plusieurs niveaux. Donc, on va dire entre 5 et 10, mais 10, c'est vraiment, normalement le système il va vous accepter plus. Mais il ne faut pas s'amuser à créer ce qu'on appelle une profondeur. Profondeur, c'est-à-dire une profondeur de plus de 10 niveaux. Parce que il se peut qu'il y a des applications qui ne peuvent pas descendre pour lire des données qui sont dans une profondeur assez grande. Donc déjà là, 5 là, ils font l'affaire. Donc je vois que déjà une profondeur de 5 là, il fait l'affaire. C'est-à-dire une unité, à l'intérieur il y a une unité, et dans cette unité il y a encore une autre unité. D'accord? Donc une unité parente et 4 enfants avec les sous-enfants. DRMS, donc imaginez, je vais mettre ici ISJ. Voilà, donc remarquez, OFPPT c'est le domaine, à l'intérieur il y a une unité d'organisation, et dans cette unité d'organisation il y a une sous-unité d'organisation. Donc dans ISJ aussi, c'est pas, je peux créer
unité d'organisation, je vais l'appeler, c'est pas utilisateur. Et une autre de même niveau, hein, toujours. Maintenant, je vais sélectionner ici, j'ai créé une unité d'organisation utilisateur. Maintenant, je resélectionne ici pour que les deux sous-unités soient de même niveau. Nouveau, unité d'organisation, je vais l'appeler par exemple serveur. Ok. La même chose, toujours au même niveau. Unité d'organisation. Ordinateur. Okay. Voilà, donc j'ai ICGI qui a trois sous-unités d'organisation qui ont le même niveau. Utilisateur, serveur, ordinateur. Et là, imaginez, j'ai créé ça pour organiser maintenant mes objets qui sont dans ICGI. Bon, utilisateur, je vais créer des utilisateurs ici. Serveur, je vais peut-être ajouter, si j'ai des serveurs dans SJ, donc je vais les mettre ici. Et les ordinateurs qui sont dans SJ, pour que les utilisateurs puissent travailler ici, ils seront. Donc remarquez, tout simplement, c'est une affaire organisationnelle. Donc ce sont des tâches organisationnelles. Je vais organiser les objets et ça va me servir par la suite pour mieux gérer, mieux administrer les objets de mon domaine. Les unités d'organisation, ce sont des objets aussi donc on va dire des conteneurs d'une spéciaux qui vont par la suite, c'est-à-dire vous faciliter l'administration, l'organisation et la gestion des objets. Donc petit à petit dans les chapitres qui vont suivre, on va les utiliser et vous allez réellement voir leur intérêt. Donc parfois dans des structures, on n'aura vraiment pas besoin de créer une forêt avec plusieurs domaines. On peut se contenter avec un seul domaine et créer des unités d'organisation. Donc les unités d'organisation, ils vont en quelque sorte remplacer les domaines. Donc au lieu d'avoir plusieurs domaines et chaque domaine, il doit y avoir donc minimum un contrôleur de domaine avec l'administrateur de domaine et tout ça. Donc on peut avec un seul domaine créer des unités et imaginer par exemple des RMS comme un domaine. Mais normalement c'est une unité d'organisation. Les objets qui vont être ou là qui doivent être, si des RMS étaient un domaine, je vais les mettre ici tout simplement. Et les stratégies de sécurité, les GPO, on va les voir aussi par la suite, on peut les appliquer sur les unités d'organisation. C'est très pratique. Donc je vais dire les utilisateurs, par exemple, qui sont là, je ne sais pas, un exemple, leur mot de passe, il doit avoir maximum 6 caractères. 6 caractères avec une non compliquée, il n'y a pas une complexité de caractère. Par contre, les autres utilisateurs, par défaut, ils auront minimum 7 caractères et avec une complexité. D'accord? Donc, s'il n'y a pas d'unité d'organisation, vous ne pouvez pas faire ça. Vous devriez avoir un autre domaine. Puisqu'on a dit le domaine, c'est une limite de sécurité. C'est-à-dire, si vous voulez attribuer une stratégie de sécurité différente, vous êtes obligé de créer un domaine. Non, avec l'unité d'organisation, l'affaire est résolue. Et vous pouvez travailler avec l'unité d'organisation, échanger les stratégies de sécurité que vous voulez et l'appliquer à l'unité. Donc on va y revenir, Inch'Allah, par la suite, le chapitre suivant, une fois on attaque le GPO. Mais maintenant, je vais vous montrer maintenant l'intérêt, c'est de créer comment on crée un compte d'utilisateur. Mais avant, on doit créer pour une organisation dans les unités. Donc je vais créer maintenant mon utilisateur ici. Donc ou bien bouton droit, nouveau, ou bien vous cliquez ici dans une zone vide, sélectionnez utilisateur, bouton droit, la même chose, nouveau. Maintenant j'ai utilisateur. Je vais créer un nouvel utilisateur. Voilà, j'ai ici la page de création et il me dit ici créer dans, remarquez le chemin. Voilà, le domaine.
Donc, la première unité d'organisation, la sous-unité d'organisation J, et aussi, on va dire, la sous-unité d'organisation qui est utilisateur. Le prénom. Donc, je vais écrire le prénom. Le nom. Mon nom. Et remarquez ici, c'est le nom complet que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, le nom complet, il ne doit pas être en double maintenant dans ce conteneur. Pardon, dans cette unité d'organisation. On a dit ou bien dans le conteneur, ça c'est un conteneur, et user c'est un conteneur. Et l'unité d'organisation, voilà. Le nom complet de l'utilisateur, il ne doit pas être en double là où il est créé, ou bien dans un conteneur, ou bien dans une unité d'organisation. D'accord? Il ne va pas être en double dans un conteneur et une unité d'organisation. Ce qui est important aussi, c'est le nom d'ouverture de session de l'utilisateur. Ça, ce qui est important. Ça, que vous devez mettre le prénom, point, par exemple, le nom. Maintenant, l'utilisateur, pour qu'il ouvre la session dans le domaine, il doit taper ce nom, jawad.errougi. Remarquez ça, jawad.errougi@oft.local, ça c'est l'UPN, User Principal Name. Vous pouvez ouvrir la session avec ce format adresse mail, ou bien vous pouvez ouvrir une session. Donc, Microsoft il a laissé la compatibilité avec les systèmes antérieurs à 2000, même s'il n'y a pas maintenant des réseaux qui tournent autour de Windows NT, hein, le premier système d'exploitation serveur, on va dire réseau de Microsoft, hein, Windows NT. Il y a un autre qui était avant, mais normalement, ce qui a vu l'exploit, c'est Windows NT, mais il n'y a plus maintenant, d'accord. C'est pour cela que Windows NT il utilisait les noms NetBIOS. C'est pour cela que ici, il vous dit, vous pouvez aussi ouvrir la session avec le nom de domaine NetBIOS. Ça, c'est un nom de domaine DNS. Hein. Vous vous rappelez de ça. OFPT.local, c'est un nom complet, c'est un nom DNS. Par contre, OFPT tout court, un nom plat, c'est NetBIOS. Et remarquez, il vaut mieux, ça, normalement, on peut avoir un autre nom différent de ça, mais il est conseillé et recommandé de laisser le même nom. Maintenant, vous avez deux possibilités. Ou bien vous pouvez ouvrir la session avec un nom UPN complet comme ça, et vous mettez le mot de passe. Ou bien vous mettez le nom du domaine NetBIOS, anti-slash, votre nom ouverture de session, et par la suite vous mettez votre mot de passe. Il y a aussi initial. Initial aussi, c'est comme un... Ça va aider pour la recherche. Parfois, vous pouvez faire des recherches selon des initiales. Au lieu de mettre, je ne sais pas, une recherche sur Jawad Errougi, vous pouvez mettre une initiale. Et aussi, l'initiale, c'est comme... ça va être le prénom, l'initiale, le nom. Par exemple, si je mets Jawad M, remarquez, Jawad N Errougi. C'est une initiale qui peut être insérée aussi dans le nom complet. C'est pas la peine de mettre ça. Suivant. Ici, la case mot de passe. Donc, pour maintenant, on a dit l'information d'identification pour nous. Ce qui est important, c'est le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, le nom d'utilisateur, c'est celui-là. Le nom d'ouverture de session, plutôt. Ça, ce sont des informations comme propriété attribut du compte. Mais ça, c'est obligatoire. D'accord. Donc, pour qu'il ne soit pas, on a dit, en double dans le conteneur et unité d'organisation. Et le nom d'ouverture de session maintenant, c'est ça. Mot de passe. Le mot de passe, il doit respecter les exigences de complexité. C'est quoi les exigences de complexité?
complexité d'un mot de passe. Donc, majuscule, minuscule, lettre, majuscule ou bien minuscule, j'ai les chiffres, j'ai les caractères spéciaux. Caractères spéciaux, je ne sais pas comme base, ce sont des caractères spéciaux. Donc, lettres majuscules, minuscules, chiffres, 0, et des caractères spéciaux que vous pouvez rencontrer. Donc, quand on parle de exigence de complexité, c'est-à-dire prenez 3 de ça. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Vous n'êtes pas obligé de mettre les 4, c'est-à-dire propositions. Utilisez 3 de ces 4. Une fois que vous utilisez 3 de ces 4, ça répond aux exigences de complexité. C'est-à-dire vous pouvez choisir un mot de passe avec majuscule, minuscule, lettre, c'est bon. Ou bien caractères spéciaux, minuscule, majuscule, combinez 3, faites une combinaison de 3 de ces 4. Si vous faites, c'est-à-dire ces 4, c'est un mot de passe déjà très fort. Mais moi, pour qu'il soit sûr que le mot de passe que vous allez choisir, il respecte une complexité, c'est un mot de passe fort, il exige, c'est-à-dire si vous ne faites pas 3 combinaisons de ces 4, il va pas vous l'accepter Windows 2012. Par contre, dans un système d'exploitation workstation, desktop, vous pouvez même créer un utilisateur sans mot de passe. Et la sécurité, il est très basse dans par défaut, je parle par défaut, d'accord, mais on peut l'élever aussi même dans un système d'exploitation workstation. Mais par défaut dans Windows Server 2012, le mot de passe, il doit respecter les exigences de complexité. Donc c'est pour cela que j'ai ici le mot de passe, et doit aussi, le mot de passe minimum, il doit être 7 caractères. Minimum 7 caractères. Donc la longueur, ce qu'on parle, la longueur du mot de passe, par défaut. Donc un mot de passe, il doit respecter les exigences de sécurité, ou des complexités du mot de passe, et sa longueur, il doit minimum être 7 caractères. Si vous mettez 6, il ne va pas vous l'accepter, même si vous mettez un mot de passe compliqué. Donc il doit trouver minimum 7 caractères. Ça, c'est une stratégie de mot de passe. On peut la modifier, comme j'ai dit. Donc vous pouvez, pour ces utilisateurs, si vous ne voulez pas respecter c'est-à-dire la stratégie de mot de passe par défaut, vous pouvez créer une stratégie et l'attribuer à cette unité d'organisation. Maintenant, tous les utilisateurs qui seront créés, ils vont respecter la stratégie que vous avez créée. Mais si vous n'avez créé aucune stratégie, vous n'avez rien affecté ici, tous les utilisateurs, ils vont hériter de la stratégie du domaine. C'est-à-dire la stratégie du domaine, c'est ce que je viens d'expliquer maintenant. Donc, je vais choisir un mot de passe et je dois le confirmer. Ici, vous avez l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. C'est-à-dire, c'est pas vous qui allez gérer les mots de passe. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui est faisable. Normalement, l'utilisateur, c'est lui qui doit gérer son mot de passe. Vous pouvez créer des utilisateurs avec le même mot de passe. Mais ils ne vont pas utiliser ce mot de passe. Bien sûr, ils doivent
Une fois ils vont ouvrir la session, le système il va leur imposer qu'ils doivent changer le mot de passe s'ils veulent ouvrir la session. C'est-à-dire même ce mot de passe, ils ne vont pas l'utiliser. Ce mot de passe, vous pouvez avoir le même mot de passe créé c'est-à-dire des centaines, des milliers d'utilisateurs avec le même mot de passe. Si vous choisissez, l'utilisateur doit changer le mot de passe. Donc ils ne vont pas l'utiliser, mais une fois ils essaient d'ouvrir la session, ils mettent leur nom d'utilisateur, une fois, c'est-à-dire ils vont mettre le mot de passe, bien sûr ils doivent le connaître, ils vont le saisir, automatiquement le système il va leur demander de saisir un nouveau mot de passe. C'est eux qui vont choisir leur mot de passe. Mais le mot de passe, si vous laissez cet utilisateur, c'est un mot de passe qui ne va pas leur permettre d'ouvrir la session dans le domaine. C'est un mot de passe qui sera seulement utilisé pour passer cet assistant. Mais la prochaine ouverture, le système va leur demander obligatoirement, s'ils veulent ouvrir la session, de changer leur mot de passe. J'ai ici l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. Voilà. Si vous voulez qu'un utilisateur ne change pas de mot de passe, c'est ça la case. L'intérêt ici, c'est que, je ne sais pas, donc vous avez des utilisateurs qui sont comme des stagiaires, par exemple. Parfois des entreprises, il a des stagiaires qui viennent passer des stages. Vous pouvez leur créer un compte avec un mot de passe, vous pouvez leur donner même un mot de passe. Et l'utilisateur ne peut pas changer, c'est-à-dire il va passer une période, je ne sais pas, de 30 jours ou bien de 20 jours. Donc l'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe. On ne va pas les mettre pour tous les utilisateurs de l'entreprise, parce que ça va baisser un petit peu la sécurité. Imaginez que l'utilisateur il a un seul mot de passe et le mot de passe il ne change pas. Si quelqu'un arrive à connaître le mot de passe, c'est-à-dire il peut ouvrir la session à la place de l'utilisateur. Donc le fait de créer l'utilisateur doit changer, c'est-à-dire vous êtes sûr que le mot de passe il change souvent. D'accord? Et là on va voir qu'il y a un cycle, le mot de passe il a une durée de vie. S'il n'est pas changé dans cette durée de vie, il sera expiré. C'est pour cela que à chaque fois avant l'expiration, il aura un message comme quoi il doit changer son mot de passe, et l'utilisateur il est forcé de changer son mot de passe s'il veut continuer à utiliser son compte. Le mot de passe n'expire jamais. Voilà, donc vous avez ici l'utilisateur. Donc d'ailleurs ces deux ils ne marchent pas. L'utilisateur avec ça aussi ne marche pas. Donc, ou bien l'utilisateur doit changer, ou bien l'utilisateur ne peut pas, ou bien le mot de passe n'expire jamais, ou bien l'utilisateur doit changer. Donc c'est un ou exclusif, c'est pas un et. Par contre ça et ça c'est un et. C'est-à-dire je peux avoir l'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe et son mot de passe n'expire jamais. Donc, normalement ils vont les deux. Donc si vous mettez l'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe, et on a dit que le mot de passe il a une durée de vie de 42 jours par défaut, 42 jours. Si 42 jours il est achevé, son compte il sera, le mot de passe il sera expiré. Et si le mot de passe il est expiré, il ne peut pas utiliser son compte. C'est pour cela que vous pouvez même ajouter le mot de passe n'expire jamais. C'est-à-dire il aura toujours le même mot de passe infiniment, d'une manière indéfinie. C'est pas très sécurisé ça, il faut éviter de faire ça. On a dit vous pouvez le faire seulement avec un utilisateur de passage. Créer son compte et lui donner un mot de passe, vous allez lui dire voilà votre mot de passe, vous pouvez utiliser la session, je sais pas, il y a même des gens qui peuvent venir pour accéder ou la collecter des informations dans mon réseau. Je peux, je sais pas, d'une demi-journée ou bien même d'une heure ou bien 2 heures, je ne vais pas leur demander de créer leur compte, de changer leur mot, leur mot de passe. La prochaine ouverture de session, je peux créer un compte et leur donner un mot de passe.
Donc le compte est désactivé. Donc si vous voulez que un utilisateur n'utilise plus son compte, vous pouvez lui désactiver son compte. Un utilisateur, un employé qui est en congé. Parfois, il y a des administrateurs qui gèrent bien leur réseau. Si les employés ils sont en congé, leur compte, il va les désactiver. Comme ça, c'est une sécurité. Imaginez un utilisateur, il est en congé, et il y a un autre qui connaît son mot de passe, il peut ouvrir la session à sa place. Lui, il n'est pas là, mais on voit que son compte, il est encore activé. Bien sûr, l'administrateur, il peut suivre l'évolution, il peut surveiller ses comptes. Donc, si l'utilisateur, il est en congé, et son compte, il est ouvert, bien sûr. Mais le problème, il est où? C'est que lui, c'est un administrateur. Il n'a rien à voir avec quels sont les utilisateurs qui sont en congé, quels sont les utilisateurs qui ne sont pas en congé. Mais parfois, il y a une communication entre c'est-à-dire les ressources humaines et l'administrateur, parce que les ressources humaines, ou bien la direction, il a un lien direct avec le service informatique. C'est pour cela que, en tant qu'administrateur, vous pouvez demander aussi la liste des gens qui sont en... C'est-à-dire, si jamais les employés sortent en congé, vous pouvez récupérer la liste. Vous avez raison, parce que vous pouvez appuyer ça à vos directeurs, comme ça, là, pour une sécurité. Donc, le compte il sera désactivé pour que personne ne puisse l'utiliser, même s'il connaît son mot de passe. Mais une fois l'utilisateur il est là, vous pouvez aussi l'activer, décocher ça. Il y a une autre aussi possibilité, comme j'ai dit, les stagiaires. Il y a des stagiaires qui vont faire les entreprises, donc à chaque fois il y a des stagiaires qui rentrent, vous pouvez leur créer des comptes, et une fois le stagiaire il a fini le stage, il s'en va, vous pouvez désactiver son compte. D'accord? Moi je ne vais pas choisir ici. Suivant, c'est bon, terminé. Voilà, vous avez un compte qui est créé. Bouton droit, la même chose, propriété, ou bien tout simplement double-cliquer dessus. Donc vous avez les attributs, ils sont là. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est cet onglet qui est compte. Compte, vous pouvez voir, vous pouvez même changer le nom d'ouverture de session de là. Ça c'est IPN et ça c'est antérieur avec NetBIOS. Vous vous rappelez de l'horaire d'accès, on a déjà fait ça. Par défaut, un utilisateur du domaine, il a le droit d'accéder au réseau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au domaine. Vous pouvez limiter ça, si vous voulez. Se connecter à, par défaut aussi, un utilisateur de domaine, il peut ouvrir la session sur tous les ordinateurs du domaine. Vous pouvez limiter ça, choisir quels sont les ordinateurs sur lesquels il peut travailler. Donc on a déjà fait ces tests. D'accord. On a aussi parlé de compte verrouillé, compte désactivé et compte expiré, si vous vous rappelez. Donc la différence, voilà, donc date d'expiration. Un compte expiré, imaginez, vous avez des stagiaires, on va revenir toujours sur les comptes stagiaires. Un stagiaire, il va passer 1 mois, ou bien 2 mois, ou bien 3 mois en entreprise. Vous créez le compte, et vous venez ici, fin de, et donc à l'avance, vous pouvez choisir la date d'expiration. C'est-à-dire, lui, c'est un stagiaire qui va passer 3 mois, vous allez choisir ici 3 mois. Hein, vous allez, et c'est une configuration INI à l'avance. Vous n'allez pas laisser à ce qu'il s'en va et désactiver son compte. Donc automatiquement vous le paramétrez dès le début. Une fois 2 mois de stage il est achevé, automatiquement son compte il sera expiré. Désactiver, c'est ça. Donc désactiver, c'est-à-dire c'est ce que je vous ai montré. Désactiver, c'est ça, bouton droit, vous allez essayer de désactiver le compte.
Verrouiller, donc j'ai dit, vous pouvez pas, l'administrateur, il ne peut pas verrouiller un compte. Verrouiller, c'est-à-dire il a été verrouillé par une violation, ou bien un utilisateur il a tenté plus de 3 fois le mot de passe faux. Si un utilisateur par défaut il va entrer un mot de passe erroné 3 fois de suite, son compte il sera verrouillé. Le verrouillage, c'est le système qui va le verrouiller. Par contre, l'administrateur, il peut le déverrouiller. D'accord? Donc, une fois un utilisateur il n'arrive pas à ouvrir son compte, il va avoir un message, je ne sais pas, verrouillé, le compte il a été verrouillé, il peut contacter l'administrateur. L'administrateur, il va dans son compte, dans la partie compte, il va trouver ici la case cochée. Et il peut la décocher. Donc l'administrateur, il peut déverrouiller un compte, mais il ne peut pas le verrouiller. Donc l'action verrouiller, c'est le système qui le fait après, à ce qu'il rencontre qu'il y a une violation d'une règle. Parmi les règles, on a dit, si l'utilisateur a tenté d'entrer 3 fois de suite un mot de passe faux. D'accord? Remarquez maintenant quand j'ai désactivé le compte ici il est désactivé. Je peux aussi le désactiver. Donc le compte est désactivé. Je peux le désactiver de là et de l'activer de là quand un accès rapide, comme ce que je vous ai montré ici, désactiver le compte. Remarquez, une fois le compte est désactivé, vous voyez une flèche noire dans un rond ici. Ça se voit que le compte il est désactivé. Je peux aussi l'activer de là. C'est un accès rapide. D'accord? C'est pas la peine d'entrer ici et de désactiver ou bien de l'activer. Par contre, verrouiller, déverrouiller, verrouiller, on a dit c'est le système qui le verrouille, ou déverrouiller, c'est l'administrateur qui déverrouille. Expirer, c'est-à-dire le compte il sera activé et une fois la date de fin arrivée, il sera expiré. Donc un compte verrouillé, un compte expiré, un compte désactivé, il ne peut pas servir pour ouvrir la session dans un domaine. Donc un compte expiré, l'administrateur il peut venir ici et ajouter une date. Ou bien même le rendre n'expire jamais, le compte. À ne pas confondre avec le mot de passe. Ici c'est le compte qui expire, pas le mot de passe. D'accord? Voilà, le mot de passe n'expire jamais, c'est ici. Le mot de passe aussi, il a une validité. On a dit, il doit être changé le maximum, il a 42 jours. Il peut être changé avant, mais le maximum, la durée de vie d'un mot de passe, il ne doit pas dépasser 42 jours sans changement. Sinon, le mot de passe, il sera expiré. Si un mot de passe, il est expiré aussi, il ne peut pas servir pour ouvrir la session dans le domaine. Ici, c'est un compte qui sera expiré. Le compte, et pas le mot de passe, le compte expiré, là aussi, il ne peut pas servir pour ouvrir des sessions. D'accord? Donc on va essayer maintenant d'ouvrir une session dans le domaine. L'ordinateur il doit être joint au domaine, donc ça aussi, si vous vous rappelez, on a déjà joint l'ordinateur au domaine, on fait péter. Changer utilisateur. Maintenant je peux entrer avec java.ospt.local. Remarquez, une fois je
j'ai saisi OPT, il va me mettre ici, OPT par local, c'est-à-dire connectez-vous à OPT. Je peux saisir le mot de passe directement ici de ce compte. Deuxième ouverture de... Ça, c'est une ouverture de session UPN. Ça, c'est un UPN. Maintenant, une ouverture de session avec un nom de domaine NetBIOS. Donc, OFPPT, anti-slash, le nom de l'utilisateur. La même chose ici, il m'a dit maintenant AOFPPT tout court, NetBIOS. Je peux mettre ici le mot de passe. Donc, chose ici, ce que vous voulez. Si c'est un serveur, puisque normalement, si c'est un serveur membre ou bien un ordinateur du domaine, c'est-à-dire un ordinateur qui a la SAM, pas Active Directory, le contrôleur, il a Active Directory. Un ordinateur qui est joint au domaine ou bien un serveur qui est joint au domaine, ils ont la SAM. Si vous vous rappelez aussi, on a dit si un ordinateur il est joint au domaine, il y a on peut ouvrir la session, on peut ouvrir deux types de sessions, ou bien une session dans le domaine, ou bien une session locale. Ça, c'est une session dans le domaine. Voilà, il me dit connectez-vous à OFPPT. Maintenant, si je veux entrer localement, ici, remarquez OFPPT, localement, je dois mettre point anti-slash. Remarquez maintenant, il a changé le domaine par le nom du poste. Maintenant, le compte utilisateur que vous allez mettre ici, il doit être un utilisateur local, c'est-à-dire il doit être authentifié dans la SAM et pas dans Active Directory. D'accord? Pourquoi? Parce que ça, c'est un ordinateur qui est membre du domaine et pas un contrôleur. Le contrôleur, je ne peux pas mettre ça. Le contrôleur, il n'a pas la SAM. Le contrôleur, il a Active Directory. Mais maintenant, je ne vais pas ouvrir la session. Comme j'ai dit, un utilisateur du domaine ne doit pas connaître les utilisateurs locaux. Il ne doit pas ouvrir la session locale sur les ordinateurs. Un utilisateur du domaine, il doit ouvrir les sessions dans le domaine. S'il ouvre la session localement, l'administrateur il ne peut pas le suivre, il ne peut pas le surveiller. Donc je vais revenir au FTPT anti-slash. Et le mot de passe. Voilà, puisqu'il va ouvrir la première fois la session, donc il va lui préparer son profil, son environnement de travail. Maintenant, ce qui s'est arrivé, c'est que ce qu'on a vu, ce qu'on a pu voir, c'est que j'ai entré un utilisateur et un mot de passe. D'accord? Normalement, ces informations d'identification, ils vont être envoyées afin qu'ils soient authentifiés. Mais j'ai utilisé un ordinateur du domaine. Cet ordinateur aussi, il a, on a dit, une identification. Il a un nom et un mot de passe. Mais on ne l'a pas vu. Ça, c'est en arrière-plan. Donc maintenant, cet ordinateur qui est dans le domaine, il a aussi ouvert une session dans le domaine. C'est-à-dire il a été aussi authentifié. Donc un compte de domaine, il va, c'est-à-dire utiliser ce qu'on appelle un canal sécurisé entre lui et le contrôleur. Je vais schématiser ça. Donc j'ai mon PC qui est dans le domaine et vous avez votre contrôleur du domaine qui est l'Active Directory et il a aussi le DNS. Donc il y aura ce qu'on appelle un canal sécurisé créé entre l'ordinateur et le contrôleur. Le canal, il se crée pour négocier le mot de passe
le PC, hein. PC, il utilise le canal, le PC utilise le canal sécurisé pour négocier le mot de passe avec le contrôleur. Le mot de passe, donc, il va être modifié, change, le mot de passe change chaque 30 jours, automatiquement, on ne le voit pas. Mais une fois vous démarrez l'ordinateur, il va négocier, toujours il va négocier avec le contrôleur le mot de passe. Qui est le service qui est responsable de ça? Il y a un service qui s'appelle NetLogon. Un service qui est dans le PC qui joint donc le domaine. D'accord? Donc c'est pour cela que le compte, une fois vous allez joindre un ordinateur dans le domaine, un compte du domaine sera créé pour cet ordinateur. Et ce compte d'ordinateur, il a un nom et un mot de passe. Donc avant qu'il soit un ordinateur ou un utilisateur puisse l'utiliser pour faire une session, l'ordinateur lui-même, il doit s'authentifier auprès du contrôleur. D'accord? Donc c'est pour cela que parfois ça cause un problème. Donc si un ordinateur dans l'entreprise, il n'a pas démarré pendant 30 jours. C'est-à-dire, si par la suite, après 30 jours, quelqu'un veut l'utiliser, il peut avoir un problème. Il ne peut pas ouvrir la session dedans, puisque déjà l'ordinateur n'arrive pas à s'authentifier ici, puisque le mot de passe qu'il a, c'est un mot de passe qui a plus de 30 jours, il n'a pas pu le renouveler. C'est-à-dire le contrôleur, il va le considérer comme un ordinateur qui n'est pas de confiance. Parfois, il va afficher un message de telle sorte, quelque chose qui a approbation, problème d'approbation. Approbation, on sait que l'approbation, c'est quelque chose de confiance. Donc, si vous arriverez à voir ce genre de problème, c'est que, sachez que, ou bien c'est un problème de communication dans le canal sécurisé de ce NetLogon, ou bien il est arrêté ce NetLogon, c'est un service, il peut être arrêté, par défaut il est démarré, ou bien le mot de passe à l'ordinateur, c'est-à-dire à plus de 30 jours qu'il n'a pas démarré. Il n'arrive pas, c'est-à-dire il n'a pas renouvelé le mot de passe, de sorte que le contrôleur il va refuser sa demande. Il va lui considérer comme un ordinateur qui n'est pas de confiance. D'accord? Donc, on va revenir sur le client pour voir ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, je vais donc afficher le panneau de configuration. Donc, je suis dans le client. Donc, je vais afficher toutes les catégories, outils d'administration. Il y a un service, voilà, service. Donc on va chercher NetLogon par ordre alphabétique, voilà, NetLogon. Par défaut, il est, donc je vais double-cliquer. Regardez, maintient un canal sécurisé entre cet ordinateur et le contrôleur de domaine pour authentifier l'utilisateur et le service. Si ce service est arrêté, l'ordinateur ne peut pas authentifier l'utilisateur. C'est obligatoire. D'accord? Ça c'est le NetLogon qui permet de faire de créer, de maintenir aussi le canal
le canal sécurisé entre bien sûr, entre le client et le contrôleur du domaine. Je vais toujours dans le client, l'ordinateur membre. Je vais dans outils d'administration toujours. J'ai ici observateur d'événements. Donc toujours non. Voilà, donc sécurité. Donc vous devez l'ouvrir en tant qu'administrateur, puisqu'un utilisateur, j'ai ouvert la session avec un compte d'utilisateur du domaine, n'a pas le droit de surveiller ça. Remarquez, là où il y a logon, donc j'ai ici logon, si je double-clique, j'ai ici l'ouverture de session d'un compte s'est correctement déroulée. Il s'agit de quoi? Donc, système, remarquez ici, nom du compte c'est Windex, c'est le nom du poste, l'ordinateur. L'ordinateur, il a été authentifié, il a ouvert la session. Voilà. Ordinateur, voilà son compte. Windex.fpt.local. Voilà. Ouverture de session, remarque, ouverture de session. C'est ça ce que j'ai dit. Un ordinateur aussi, il a ses informations d'identification avec un mot de passe. Et il va ouvrir la session, sauf que ça se passe en arrière-plan. Mais ici, on peut la voir. Success. Remarquez maintenant qui a ouvert la session. HTTP et Web Rookie. Il l'a ouvert où? Sur le PC, la date connectée, et l'heure, toutes les informations. D'accord, donc on a vu le compte ordinateur, il est aussi authentifié, et le compte utilisateur, il est aussi authentifié. Donc quand j'ai fait logoff, donc il est connecté. La même chose, succès de la déconnexion. Il me met aussi les privilèges, puisque j'ai ouvert la session en tant qu'utilisateur, spécial logon, il me met ici aussi les privilèges que j'ai comme administrateur. Donc ça c'est privilèges, take ownership privilèges, c'est-à-dire tous les droits que j'ai comme administrateur. Parce que quand vous ouvrez une session, il y a ce qu'on appelle un jeton d'accès qui va avec vous et qui va vous accompagner lors de votre ouverture de session, jusqu'à ce que vous fermez ou là vous déconnectez. Et une fois que vous déconnectez, le jeton il se détruit. Mais une fois que vous ouvrez la session, il y a un jeton et vous sera. C'est quoi ce jeton? C'est tout simplement toutes les permissions, tous les droits que vous avez, les groupes vous appartenez à quel groupe, et ils sont dans ce jeton. C'est-à-dire, à chaque fois que vous voulez accéder, vous utilisez le jeton. Et toutes les informations de sécurité, ils sont dans ce jeton. Chaque utilisateur qui ouvre la session, il a son propre jeton avec lui, qui a toutes ses permissions, tous ses droits, toutes ses appartenances aux différents groupes, ainsi de suite. Une fois que vous fermez la session, le jeton il sera détruit. Voilà, maintenant, ce sont des privilèges qui sont envoyés avec l'ouverture de session en tant que. Voilà, donc on a vu ici comment créer un compte d'utilisateur. On a aussi parlé de compte ordinateur, mais compte ordinateur, on a déjà, si vous voulez, parler de ça quand on a fait la jonction, la jonction au domaine.
c'est les ordinateurs. À chaque fois que vous joignez un ordinateur au domaine, bien un serveur, il vient dans ce conteneur qui s'appelle computer. Maintenant, quand j'ai joint le domaine Windix au domaine, il s'est mis ici par défaut. Cette unité d'organisation domaine contrôleur, il va recevoir les contrôleurs de domaine de ce domaine. Donc j'ai le PDC, si vous ajoutez un contrôleur supplémentaire, il sera là. Si vous ajoutez un deuxième contrôleur supplémentaire, il sera là. D'accord? Donc ça c'est pour recevoir les ordinateurs, les serveurs qui seront membres du domaine, et ça pour recevoir les contrôleurs du domaine de ce domaine. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle des comptes d'ordinateur. Donc ça c'est un compte d'ordinateur, vous voyez les informations ici, système qu'il reçoit, remarquez même le système, il a mis Windows 10 professionnel, le système il connaît le système. Membre, délégation, des informations concernant ce compte ordinateur. Donc vous pouvez, ou bien, si vous vous rappelez, on a fait la jointure offline et online. C'est-à-dire, vous pouvez même créer, si je viens ici, et je peux créer, par exemple, le fond, ordinateur. Je peux même créer un compte d'ordinateur avant qu'il ne soit joint au domaine. Je peux préparer, une préparation. Une fois vous le préparez, c'est-à-dire vous le créez avec un nom, imaginez, on va faire la même chose, nouveau ordinateur, imaginez j'ai un serveur qui s'appelle serve01, j'ai créé, maintenant qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un compte d'ordinateur. Maintenant, si j'ai un serveur ou là, un ordinateur qui s'appelle serve01 et je veux l'ajouter ou le rendre membre de ofppt.local, automatiquement il sera placé ici et pas dans computers. Là, on a dit computers, on a dit par défaut tous les ordinateurs et les serveurs qui seront ajoutés au domaine, seront membres au domaine, ils seront placés ici. Mais quand vous préparez à l'avance un compte d'ordinateur dans une unité d'organisation, une fois vous l'ajoutez, il va s'ajouter, c'est-à-dire il va faire le lien avec là où il existe dans ce domaine. D'accord? Vous avez, on va dire, trois possibilités. Ou bien préparer l'ajout en offline, c'est-à-dire créer avec le fichier offline. Faites une jointure, une jonction normale. Une jonction normale, c'est-à-dire vous allez dans le PC, vous changez le workgroup en domaine, automatiquement il sera placé dans Computers. Troisième, vous pouvez créer une unité d'organisation et créer l'ordinateur, créer un compte d'ordinateur avant de le joindre. Automatiquement, mais il doit porter le même nom, c'est-à-dire ce nom, il doit être le même nom que le PC qui sera, l'ordinateur qui sera joint au domaine. Si ce n'est pas le même nom, il ne va pas le lier. Parce que la jonction c'est quoi? Le fait de joindre un domaine. Il va lier l'ordinateur qui va joindre au domaine à ce compte, à un compte. La jonction, c'est la liaison de l'ordinateur à son compte. Si le compte il existe déjà, l'ordinateur il sera lié à ce compte. Si le compte n'existe pas, la jonction il va créer le compte et se lier à ce compte. Mais sachez que un compte, il a aussi, je peux le mettre dans un groupe, je peux le désactiver, je peux réinitialiser le compte. Parfois vous aurez, voilà, donc vous avez un problème, comme j'ai dit, de confiance, vous pouvez réinitialiser le compte. C'est-à-dire le mot de passe il sera réinitialisé. Vous pouvez le gérer. Remarquez, celui-là maintenant ça n'existe pas. Je vais aller dans vrai, gérer. Ça de l'ordinateur, mais à partir de votre contrôleur. C'est-à-dire vous pouvez ajouter utilisateur, groupe locaux. Ça, ce sont des... Puisqu'on a dit, à chaque fois vous rendez membre un ordinateur,
l'administrateur du domaine, il sera administrateur local de cet ordinateur, c'est-à-dire il peut l'administrer. Donc à un moment donné, on va trouver que l'administrateur du domaine, il peut administrer tous les ordinateurs qui sont dans son domaine. Et l'administrateur de la forêt, l'administrateur de l'entreprise, il peut administrer tous les ordinateurs qui sont dans la forêt. Voilà, donc jusqu'ici. Est-ce que ça va jusqu'ici? Donc un compte d'utilisateur, c'est quoi? Comment on peut le créer avec la console utilisateur et ordinateur Active Directory, c'est-à-dire en interface graphique. Et on a aussi parlé de compte d'ordinateur comme objet aussi, comme entité de sécurité de l'Active Directory qui a aussi son propre nom d'ordinateur et son mot de passe. Et le mot de passe, c'est pas nous qui le gérons, mais c'est lui qui gère avec un canal sécurisé, avec le NetLogon service, qui gère ce mot de passe.